Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Chadi Jabbour. Je suis doctorant en dernière année de thèse en sciences économiques et mathématiques auprès de l'Université de Montpellier et chef de projet à OpenIG. Et je travaille sur les modèles économiques des infrastructures de données géospatiales, également sur les impacts socio-économiques. Et je présenterai aujourd'hui les résultats de deux études qui ont été faites en collaboration entre l'Université de Montpellier, OpenIG et la maison de détection, le projet GeoSud. Tout d'abord, pour commencer, si je peux prendre. Alors, l'objectif, c'est de présenter et d'analyser les impacts socio-économiques d'une information géospatiale. Alors, quand on parle d'information géospatiale, c'est un terme à peu près un peu vague, à mon avis. C'est comme les géoservices. Par exemple, une image satellitaire, ça pourrait être un géoservice. Un produit thématique à base d'images, c'est un géoservice. Une application qui regroupe plusieurs bases de données en tant que données d'observation de la Terre ou données géographiques, ça pourrait être aussi un géoservice. Bref, c'est un terme assez vague. Et pour pouvoir analyser les impacts d'une manière un peu plus précise et de serrer ces impacts, il faut bien cibler c'est quoi le produit, quelle information il faut attaquer pour que ce soit l'étude bien claire. Alors, ce que je vais présenter, c'est tout d'abord une évaluation des images satellitaires à très haute résolution. Et là, on parle de valeur d'utilité. C'est la valeur que perçoivent les utilisateurs directs de ces images. Et une autre étude, on va élaborer les effets d'une infrastructure de données géospatiales à partir d'un produit au sein de cette infrastructure qui est l'application Cupras. Je reviens dans un second temps. Alors, tout d'abord, pour vous donner une idée, comme première étude, on s'est inspiré d'une première étude qui a été faite en 2016 et recommandée par la NASA pour évaluer les images Landsat. Alors, comme vous le saviez, à partir de 2008, Landsat a ouvert l'archive de ces images gratuitement, l'accès gratuit à tous les utilisateurs. Et c'était intéressant de voir quelles sont les retombées économiques de ces images dans la société en tant qu'avantage. Et si jamais ce modèle devient payant, quelles seront les pertes? Et pour vous donner une idée, c'était une valeur, les usagers directs ont évalué une image Landsat qui est fournie gratuitement à une hauteur de $900. Alors là, on a reproduit cette étude en l'enrichissant sur plusieurs divers domaines, mais en l'appliquant sur des images à très haute résolution. Alors, tout d'abord, on a visé les adhérents de l'infrastructure GeoSud à Montpellier. À peu près 500 adhérents, et chaque adhérent, c'est des structures à majorité service public. Et chaque structure contient plusieurs utilisateurs, plusieurs gens répondants qu'on a pu envoyer une enquête en ligne. C'est à peu près 1000 utilisateurs, dont on a eu un retour de 351 réponses, à peu près 35%, ce qui était très efficace de continuer notre étude. Et derrière cette enquête, on a fait un traitement économétrique afin d'élaborer les résultats. Alors, tout d'abord, on s'est demandé quelle est la typologie de chaque structure et quels sont leurs usages de l'image satellitaire à très haute résolution. En second lieu, ce qui est le cœur de cette étude, on s'est adressé pour regarder le consentement à payer pour une image à très haute résolution, ainsi que pour adhérer à un dispositif de mutualisation des images qui fournit un bloc d'images, non pas image par image. Et on leur a demandé leur préférence. Est-ce qu'ils préfèrent payer par image ou est-ce qu'ils préfèrent payer une adhésion ou est-ce une combinaison des deux, plusieurs scénarios. Et à la fin, si jamais on leur offre un certain volume d'images gratuits, à partir de quelle image seront-ils prêts à payer un certain prix vu qu'ils ont acquis un nombre d'images gratuits? Alors, pour le consentement à payer, normalement, ces études-là, ça se fait sur deux niveaux. Mais vu qu'on a précisé le prix d'une image à très haute résolution entre 250 et 25 000 euros,
on a ajouté un niveau de précision, on a ajouté un niveau pour gagner en précision. Alors, le questionnaire, c'était suivant cette manière. Tout d'abord, on a généré une variable aléatoire. On leur a demandé, seriez-vous prêt à payer X pour telle image, et X est compris entre 250 et 25 000. Si jamais ils répondent oui, si jamais par exemple X était 10 000, la seconde question c'était entre 10 000 et 25. Et à troisième niveau, s'ils répondent aussi oui, à chaque fois on resserrait l'intervalle pour gagner en précision. Et ça c'était pour une seule réponse. Alors imaginez-vous si on régresse sur toutes les réponses, on aura ce qui ressemble à peu près à ceci. Une courbe de demande qui rejoint les prix et la probabilité d'accepter chaque prix. Alors, là, on parle un peu technique, mais pour arriver aux aspects économiques. Ce modèle a été avec une efficacité de 86%. Et c'est la méthode, pour ceux qui sont intéressés, c'est un logit. C'est une méthode très connue qui a été appliquée dans plus de 2000 références pour évaluer les parcs publics, tout ce qui est produits non marchands. Et, alors, là, je reviendrai. Dans les réponses, on a eu 50% qui sont des laboratoires de recherche, 17% des autorités locales. Voilà, ça c'est la répartition des réponses, ainsi que comment ils utilisent les images à très haute résolution. Comme valeur, alors, comme vous le saviez, une image à très haute résolution, ça coûte à peu près entre 12 000 et 16 000 euros à des tarifs préférentiels. Alors, imaginez-vous les utilisateurs qui, à travers GeoSud, acquisent leur image gratuitement, avec un investissement qui a coûté à peu près 10 millions d'euros. Ils ont évalué une image à très haute résolution à 1 700 euros, ce qui fait à peu près 10% du prix qui est imposé par les grands gérants des données. Alors, pour un prix moyen de 1 700 euros, alors, tout d'abord, je reviendrai sur ça, 60% ont refusé de payer plus que 300 euros. Par contre, il y a 10% qu'ils sont prêts à payer 5 000 euros pour une image. Et ça, c'est plutôt les agences publiques, ça veut dire les gérants des parcs publics, et qui considèrent que c'est indispensable pour eux cette image pour gérer leurs travaux. Par contre, au tarif préférentiel, à peu près 0% sont prêts à payer ce prix. Ça veut dire que si jamais ce modèle passe d'un modèle gratuit à un modèle payant, il y aura 0% qui serait à payer pour une image. Alors, pour vous donner une idée, avec ces images gratuites, nous, on l'a interrogé sur une image qui fait 60 par 60 km. Et depuis 2006, le lancement de GeoSud jusqu'à présent, il y a eu 44 millions de kilomètres carrés à peu près téléchargés par les utilisateurs, ce qui fait, avec cette même dimension, à peu près 13 000 images. Alors, si on multiplie 13 000 images par la valeur moyenne qui fait 1700, ça fait 22 millions de surplus de gains net, vu que les images sont gratuites. Alors, c'est un petit chiffre pour vous donner que ce n'est pas un modèle économique, c'est des éléments. Si jamais on voulait construire un modèle économique pour éviter des erreurs et pour être un peu clair sur ce qu'on peut tarifier et ne pas tarifier. Alors ça, c'était sur le point des images. En second lieu, alors même la première courbe que vous avez vue, c'était une courbe globale. Même on a pu voir secteur par secteur. Si par exemple on choisit un individu qui appartient aux autorités locales ou aux services d'État ou les institutions publiques non scientifiques, chaque secteur par secteur, on peut lui donner un prix et une probabilité d'accepter ce prix-là. Alors, ça c'était pour la première partie. Pour la seconde partie, le consentement à payer pour l'adhésion, là, on leur a demandé, est-ce que seriez-vous prêt à payer un montant? On a généré entre 500 et 15 000. Et c'est des prix qu'on voit sur le net, sur tous les géoportails, tout ça. Alors, la valeur moyenne, elle s'est élevée de 1 700 pour une image à 3 000 comme valeur moyenne pour l'adhésion. Ce qui, comme première réaction, montre que les gens préfèrent payer un bloc, une somme, pour adhérer à un bloc d'images et non pas payer par image. Et 10% sont prêts à payer 15 000, et ces 10% sont majoritairement les laboratoires de recherche. Pour eux, l'accès aux images, c'est indispensable, et ils sont prêts à payer jusqu'à 15 000 euros pour accéder
à un bloc d'images, non pas image par image. Pour eux, ils ne savent pas quelle quantité d'images ils veulent travailler avec, alors c'est mieux de réfléchir dans un raisonnement de bloc d'images. Et une question pour savoir si vraiment leur réflexion reflète ce qu'ils répondent. On leur a demandé quelles seront les préférences de paiement. Par exemple, on a eu à peu près 40% qui préfèrent payer une adhésion plutôt qu'une image. 35% qui préfèrent payer au-delà d'un certain volume. Ça veut dire une fois qu'on leur donne un volume gratuit, à partir d'un certain volume, ils seront prêts à payer image par image. Et là, on verra à partir de quel volume. 1% sont prêts à payer à partir de la première image. C'est pas... Alors, et si jamais... alors, là, je vais passer pour gagner du temps. Voilà. Et quand on a vu que 35% sont prêts à payer à partir d'un certain volume, on a fait le même raisonnement, mais sur le volume, non pas sur le prix. Et on leur a demandé à partir de quel volume seriez-vous prêts à payer. On a imposé un prix très indicatif, c'est même pas un prix d'un vingtième d'une image. C'était 750 € pour une image à très haute résolution. Et pour cette question-là, on a eu une valeur moyenne de 8 images. À partir de 8 images, pour chaque secteur, on a la probabilité d'accepter de payer pour chaque image en plus à partir de 8 images fournies gratuitement. Alors, je conclue là pour passer à la seconde application, mais juste pour vous dire que le fait de faire des analyses pareilles, j'insiste, ce n'est pas un modèle économique, mais ça permet de clarifier, de donner des éléments afin d'établir, de construire des futurs modèles, et non pas d'aller dans toutes les directions et d'être un peu étonné par les réactions des gens. Et en même temps, ça permet de justifier les investissements pour dire, voilà, un service qui est fourni gratuitement, les usagers directs l'évaluent à une hauteur de 22 millions qui, si jamais c'est payant, ce service n'aurait pas été mis en place. Alors, là, je passe à la seconde application CoopRase. En gros, c'est quoi CoopRase? C'est les exploitants forestiers qui établissent des plans de gestion sur 30, 40, 50 ans. Et c'est au service de l'État de s'assurer une bonne exécution de ces coupes-là. Alors, pourquoi l'application CoopRase? Pourquoi le choix de cette application? C'est l'une des plus avancées au sein de GeoSud. Et là, quand on parle de CoopRase, le fait de passer par GeoSud ou d'aller à un autre fournisseur, c'est pas la même nature du produit. Là, on a un accès aux images, tout d'abord quand elles existent, et qu'elles soient facilement accessibles. Deuxièmement, l'algorithme qui permet de passer d'une image au CoopRase. Le guide méthodologique pour s'approprier la méthode et connaître son domaine de validité. Les chaînes de traitement pour passer à quelque chose de plus opérationnel et non pas un service brut. Les supports pédagogiques pour formation, accompagnement afin que l'utilisateur ne se sente pas isolé. Et la prescription de la méthode, et là on travaille plutôt avec les services de l'État. Alors, il faut mettre cette étude dans son cadre approprié. Alors, ce que je veux dire par là, c'est le fait de passer par GeoSud, par une infrastructure qui fournit toutes ces composantes, non pas juste un produit brut, mais plutôt un produit intégré. Ça favorise l'innovation, ça incite les gens à collaborer, ça crée un écosystème. Et c'est là qu'il faut regarder qui sont les acteurs, qui fait quoi, d'où le besoin d'un certain diagnostic pour bien préciser les impacts. Alors, à partir d'une littérature un peu précaire dans ce domaine et de réflexion autour de groupes de travail, on a pu identifier quels pourraient être les effets économiques. Tout d'abord, ça pourrait être en termes de valeur ajoutée, ou bien on a une meilleure activité, ou une meilleure qualité, ou une activité de plus, ou bien en termes de fonctionnement des structures. Et là, on peut parler de coûts évités, de temps de travail économisé, de performance, temps de trajet. Et la dernière catégorie qui est la plus difficile à quantifier, quand on parle de démocratie, de participation, de transparence, voire démocratie locale, tous ces effets, c'est les plus difficiles à quantifier. Alors, pour vous donner une idée
d'une simplification de la chaîne de valeur qui a été présentée d'une manière plus complexe avant. On part tout d'abord des producteurs de données, puis l'infrastructure de données spatiale, les adhérents de premier niveau et les utilisateurs finaux. Sachant que dans notre cas, les adhérents de premier niveau peuvent être eux-mêmes les utilisateurs finaux. Mais souvent, c'est des bureaux d'études qui eux-mêmes traitent la donnée pour quelqu'un d'autre. Alors, là, on part des satellites, les fournisseurs de données comme Airbus, le CNES, Géosud, les usagers directs. Tout ça va alimenter des politiques publiques qui ont un impact à la fois sur la société en termes d'économie, d'équité, d'accès et tout ça, ou bien sur la nature en termes de biodiversité et plein d'autres effets. Ce qui est intéressant à regarder, tout d'abord, l'écosystème d'affaires qui se crée autour de cette plateforme et de ses usagers. Et là, je veux dire par ça, quand on procède à faire un exercice d'évaluation, il y a plein de difficultés à prendre en considération. Tout d'abord, si on considère une situation avec et sans l'information géospatiale ou le géoservice, là c'est très difficile car il faut trouver exactement quelqu'un qui fait la même tâche. Alors, même si on bascule vers un autre système qui est avant et après, on tombe aussi dans d'autres difficultés. Si notre situation de référence date depuis longtemps, et vu que dans ce domaine, les choses évoluent d'une manière assez rapide, il y a beaucoup d'impacts qui vont se perdre sur la route. Et si la situation elle est très récente, il y a beaucoup d'impacts qui ne sont pas encore créés, qui ne sont pas clairs. Alors, il faut signaler cette difficulté-là, il faut être très attentif sur comment choisir ces situations de référence et d'autres choses. Alors, là, on va regarder ce qui se crée, le lien entre la plateforme et les usagers, tout en prenant une situation de référence que les usagers se fournissent directement des fournisseurs. Et dans cette partie-là, je vais être un peu... Et la troisième, comme j'avais déjà dit, confiance, transparence, tout un faisceau d'effets qualitatifs. On a considéré 3 scénarios. Tout d'abord, les services de l'État qui s'en servent de l'application Coupraz, elles s'alimentent directement des fournisseurs. Ça veut dire qu'ils payent leur image, leur service. Ça, c'était un premier scénario. Le second scénario, ils passent par Géosud avec tout l'accompagnement avec. Et le troisième scénario, ils ne sont pas obligés à rester avec Géosud. Ils basculent vers une autre plateforme qui peut fournir des images gratuitement comme Landsat ou Sentinel, mais sans l'accompagnement avec. Et après une comparaison de... Alors là, je vous fais la même logique, mais appliquée au Coupraz. Tout d'abord, la valeur ajoutée qui est liée au producteur, elle est principalement liée à la vente des images. Ceci crée un flux d'informations vers l'infrastructure. Le service supplémentaire fourni par l'infrastructure, ça crée au sein des DTTM des coûts évités, des gains de trajet, des gens qui partaient avec leur voiture, inspecter les terrains. Maintenant, le travail, ça se fait à travers le géoservice, l'application. Si on continue la chaîne de valeur, on peut arriver même à l'aval de la filière bois, la production de bois, même les scieries. Et si on continue à la fin, on peut voir les effets sur la société en global et tout ça. Alors, juste quelques chiffres, je ne vais pas rentrer en détail, mais pour vous dire, ça, on mesure les impacts de productivité liés au sein des DRAF et des DTTM qui sont responsables d'exécution des coupes. On a pu identifier comme coût évité de mutualisation à la hauteur de 228 000 €, des coûts de fonctionnement interne, des gains de temps. Et si on extrapole tout ça à la France métropolitaine, ce chiffre s'élève à la hauteur de 1,6 million. Pareil, dans les séries, une valeur ajoutée. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas la même nature de valeur. Là, on parle de coût évité, là, on parle de valeur ajoutée. Alors, ce chiffre de valeur ajoutée dans les séries s'élève à 4,6 millions. Et en reportant tout ça au coût de fonctionnement pour produire les Coupraz, on arrive pour 1 € investi dans Géosud, on a des gains de productivité au sein des DRAF à la hauteur de 24 €. Alors, pour vous donner une idée, il y a une étude similaire qui a été faite en Suède
Et le ratio, c'était de 32 euros. Donc on est un peu dans les clous. Et merci.